Le 20 septembre 2025, Paris a parlé. D'une voix calme, maîtrisée, presque mécanique. À l'Élysée, le président Emmanuel Macron a énoncé ce qui ressemblait à une décision administrative, mais qui, dans le cœur de l'Afrique, résonna comme une gifle. Le Burkina Faso disposait de 7 jours pour rembourser 8,4 milliards de dollars. Sinon, 60% de ses réserves d'or ainsi que 5 millions d'hectares de terres agricoles seraient saisis en guise de garantie. À Paris, ce fut reçu comme un chiffre. À Ouagadougou, comme une gifle. Dans les marchés, les écoles, les casernes du Faso, ce n'était pas une dette que l'on entendait. C'était une chaîne. Une chaîne ancienne que l'on croyait se lier brisée, revenue sous une forme nouvelle, contrat, garantie, échéance. Une colonisation sans drapeau, mais avec des tableurs. Alors une question s'est élevée. Peut-on encore, au XXIe siècle, hypothéquer la liberté d'un peuple ? Une voix s'est levée, pas un cri. Une voix calme, droite, déterminée. Et cette voix, bientôt, allait faire trembler ceux qui pensaient que l'Afrique s'était tue pour de bon. Abonnez-vous, activez la cloche, car ce que vous allez entendre n'est pas une histoire comme les autres. Ils l'ont appelé un rapport, une simple lecture comptable, un tableau clair, logique, rigoureux, 8,4 milliards de dollars répartis comme suit. 2,1 à rembourser au Fonds monétaire international, 1,7 à la Banque mondiale, 2 à l'Union européenne, 1,6 au fonds du G7 et 1 milliard directement dû à la France. Chaque ligne était suivie d'un justificatif, chaque montant accompagné d'un contrat, d'une clause, d'une signature. Et au milieu de tout cela, une phrase, une seule. La France garantit 4,5 milliards sur ce total et détient donc le droit moral de recouvrer cette dette. Pas un mot de trop. Pas une émotion, juste une équation froide lue dans une salle dorée pendant que l'Afrique entière retenait son souffle. Mais une équation peut-elle raconter une histoire ? Peut-elle expliquer pourquoi un pays riche en or, en coton, en lithium se retrouve à genoux face à ses créanciers ? À Ouagadougou, cette logique semblait irréelle. Et pourtant, elle n'était pas nouvelle. Depuis des décennies, des projets ont été lancés, signés, financés. On les appelait Mrelan l'appelait développement. Mais à y regarder de plus près, chaque pont, chaque digue, chaque fibre optique portait une condition. Le barrage Ziga 2, un investissement de 750 millions de dollars, promis pour alimenter en eau et électricité des milliers de foyers. Mais dans les faits, l'électricité générée est vendue à des entreprises françaises privées. Les villages alentours, toujours dans le noir. La ligne ferroviaire Ouagadougou-Abidjan, saluée comme un couloir économique, a vu ses tarifs doubler, excluant les producteurs locaux de leur propre marché. Le projet Digital Sahel, censé moderniser l'infrastructure numérique, garde ses brevets, ses serveurs et ses accès entre les mains des partenaires étrangers. Et même la réforme de l'éducation, prétendument tournée vers l'intégration, a effacé 12 langues indigènes des écoles au nom d'uniformité. Ce qu'on appelait investissement ressemblait de plus en plus à des factures. Et derrière chaque signature, il y avait une perte, une terre cédée, une voie effacée, une liberté contractée. À Paris, ces éléments furent présentés comme des preuves de l'engagement de la France, une forme d'aide, un partenariat. Mais à Ouagadougou, on entendait autre chose. L'anatomie d'une dépendance. Chaque contrat racontait la même histoire. L'Afrique fournit la matière, l'Europe contrôle la structure. L'Afrique produit, l'Europe encaisse. Et quand l'Afrique demande à comprendre, on lui renvoie ses propres signatures comme un boomerang de culpabilité. C'est dans ce contexte que l'ultimatum fut prononcé. 7 jours, une semaine. Le ton n'était ni agressif ni dramatique. Juste implacable. Et ce fut justement cette froideur qui réveilla les mémoires. Pour beaucoup, cette dette n'était pas une somme. C'était une répétition. Une suite logique d'un système qui, depuis l'indépendance, n'a cessé de faire du progrès un abonnement payant. Chaque avancée technologique était suivie d'une dépendance technique. Chaque pont construit sur une rivière était suivi d'un péage moral. Et chaque génération apprenait que pour recevoir, il fallait d'abord se taire. Mais cette fois, quelque chose changeait. Dans les rues, sur les marchés, dans les mosquées et les églises, une question circulait: comment peut-on devoir autant quand on a tant donné ? Et cette question, plus que toutes les autres, allait ébranler l'ordre établi. Car ce n'est pas l'addition finale qui choque, c'est le silence autour de ce qu'elle a coûté. Alors, dans cette semaine décisive, où chaque jour semblait être une page nouvelle, les regards se tournèrent envers un homme
un militaire jeune, jusque-là discret, à la tête d'un pays que certains qualifiaient d'un chien fragile. Mais dans ces mots, il n'y avait ni crainte ni soumission. Il ne s'apprêtait pas à négocier, il s'apprêtait à parler, non pas pour renégocier la dette, mais pour redéfinir le prix de la dignité. Le soir tomba sur Ouagadougou avec une lenteur inhabituelle. Le ciel teinté d'or et de cendres semblait retenir la lumière pour un moment plus grand que lui. Au centre de la capitale, la place nationale se remplissait. Pas de musique assourdissante, pas de slogans hurlés, juste une foule, silencieuse, dense, portée par une attente que personne ne savait nommer. Il n'y avait pas de drapeau officiel, mais des tissus traditionnels. Pas de projecteurs, mais des lampes artisanales. Et au milieu de cette mer humaine, un simple micro sur un socle en fer. L'homme que l'on attendait arriva sans escorte. Il monta sur l'estrade sans cérémonie. Il leva les yeux et commença à parler. Ses premiers como se furent simples. Notre or, notre terre, et notre sang nourrissent Paris, Bruxelles et Washington. Pourtant, nos enfants extas se couchent encore le ventre vide. Le silence se brisa en murmures. Pas de colère, mais une reconnaissance douloureuse. Pendant des décennies, les chiffres étaient là. On les connaissait, mais rarement avaient-ils été dits à voix haute. La France gagne près de 2 milliards de dollars par an grâce à ses opérations minières au Burkina Faso, à vérifier. Et pourtant, le revenu annuel moyen d'un Burkinabé reste inférieur à 1000 dollars, à vérifier. Le contraste était si net, si cru, que le mensonge ne pouvait plus se cacher. Il continua, sa voix plus ferme. Il parle de partenariat. Mais quel partenariat existe quand l'un possède l'or, les rails, l'Internet et la langue, pendant que l'autre ne possède que la dette? La foule resta silencieuse. Ce silence n'était pas vide, il était plein. Plein de fatigue, de souvenirs, de pertes qu'on n'avait jamais vraiment pleurées. Puis quelque part, une voix s'éleva. Une seule. 3 mots. Plus de chaînes. D'autres répétèrent. Plus de chaînes. Et en quelques secondes, ce qui n'était qu'un murmure devint une vague. Une mer entière. Un cri nouveau, ancien, ancestral. Plus de chaînes. Ce soir-là, ce n'était pas une déclaration politique. C'était une réparation morale. Dans ce moment, l'Afrique ne revendiquait pas une faveur. Elle rappelait un droit. Celui de ne pas devoir justifier sa souveraineté. Celui de ne pas mendier la reconnaissance. Celui de pouvoir dire non, calmement, sans être puni. Mais ce n'était que le début. Quelques heures plus tard, à la télévision nationale, une carte fut projetée. Une carte rouge. Chaque zone colorée marquait un territoire altéré, exploité ou effacé au nom du rang développement. Le président expliqua posément que plus de 50 000 familles rurales avaient en perdu leurs terres à cause de baux de longue durée signés avec des entreprises étrangères, à vérifier. Que des villages entiers, le long du bassin de la Volta, avaient été déplacés pour permettre l'exploitation minière ou l'installation de plantations industrielles, à vérifier. Que l'air autrefois parfumé de mil et de mangue portait désormais la poussière et les métaux. Les services de santé, eux, confirmèrent une hausse de 30% des maladies respiratoires dans les zones minières en moins de 3 ans, à vérifier. Puis vint le chiffre le plus douloureux. Des traces de mercure et de cyanure avaient été détectées dans le fleuve Volta. Les poissons mouraient, les pêcheurs n'avaient plus rien à vendre, les enfants ne pouvaient même plus boire l'eau des sources. Les familles désormais achetaient de l'eau importée, au pays des sources naturelles. Et il y avait pire encore. Sous la réforme éducative, 12 langues indigènes avaient été rayées des programmes officiels à vérifier. Les écoles, autrefois vivantes de la parole en mouré, en fulfulde, en dioula, devenaient en muettes. Les enfants apprenaient à lire, mais ne comprenaient pas plus leur grand-mère. Ils savaient donc conjuguer en français, mais ne pouvaient plus raconter leurs propres histoires. La voix du président se fit plus lente. Ceci n'est pas seulement une crise financière, dit-il. C'est une tragédie culturelle et écologique. Ces mots-là ne s'effacèrent pas. Ils restèrent à suspendus, comme des cloches qu'on n'avait pas encore sonnées. Au-delà des frontières, les réactions fusèrent. À Bamako, à Niamey, à Accra, les analystes parlèrent de penseurs de fin de cycle, de renaissance, de deuxième libération. En Occident, les mots étaient différents, on parla de radicalisme, de populisme, mais en Afrique, en tout cas, on parlait de dignité. Pour la première fois depuis longtemps, les beaux mots d'ordre de la liberté ne sortaient plus des manuels d'histoire. Ils résonnaient sur les places, ils vibraient dans les corps, ils circulèrent de bouche en bouche comme une chanson oubliée.
Et dans le calme de cette nuit-là, sous les étoiles du Sahel, une dernière phrase tomba comme un serment. Nous ne demandons pas la charité. Nous demandons le droit de marcher sur notre propre sol, sans permission. Les jours qui suivirent furent tiens étranges, ça. Pas de tanks dans les rues, pas de soldats marrants aux frontières. Les sanctions de cette fois n'avaient mince pas de bottes. Elles portaient des costumes. Elles ne faisaient pas de bruit. Elles signaient. En quelques heures, les lignes de crédit du Burkina Faso furent gelées, à vérifier. Les banques européennes suspendirent de toute transaction en lien avec ces institutions. Les plateformes de commerce internationales supprimèrent discrètement le pays de leur base de données. Officiellement, ce n'était pas une guerre. Mais les effets étaient ceux d'un siège. En apparence, c'était de l'isolement. En vérité, c'était une tentative d'étouffement. Mais ce que Paris n'avait pas prévu, c'est que Ouagadougou avait déjà cessé de respirer à travers ses tuyaux. Depuis des mois, en silence, une stratégie parallèle avait été mise en place. Plus de 700 millions de dollars avaient été discrètement convertis en or et en yuan, à vérifier. Des réserves, autrefois détenues dans des comptes occidentaux, avaient été redirigées. Lorsque la coupure vint, les circuits alternatifs étaient déjà chauds. Moscou fut le premier à réagir. Un crédit d'urgence de 300 millions de dollars fut annoncé, à vérifier, destiné à stabiliser la monnaie régionale et à garantir les échanges essentiels. Puis vint Pékin. La Chine proposa immédiatement de racheter les exportations de coton, d'or et de produits agricoles du Burkina Faso, au prix du marché sans conditions politiques. Ce que certains appelaient en aide devint une coopération. Et soudain, ce que l'Occident voulait présenter comme une punition devint, aux yeux du Sud, une ouverture. La Turquie, les Émirats arabes unis, même l'Inde commencèrent à explorer des partenariats en matière d'irrigation, d'agriculture, de logistique. Le message était clair. Là où certains voyaient du risque, d'autres voyaient de la valeur. Là où l'Europe cherchait à maintenir, le reste du monde commençait à relier. Et alors arriva ce que personne n'avait osé imaginer. En 6 semaines seulement, les échanges commerciaux avec l'Asie et le Moyen-Orient augmentèrent de 45%, à vérifier. Les ventes d'or sur le marché intérieur générèrent 200 millions de dollars de liquidités, à vérifier. Les sanctions conçues pour punir avaient paradoxalement libéré. Les analystes africains nommèrent cela le paradoxe de la pression. Plus on cherchait à étouffer, plus le pays apprenait à respirer par lui-même. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. Dans les champs, quelque chose changeait. Là où la terre avait été abandonnée, les communautés revinrent. Les coopératives océtanes se reformèrent. En un seul cycle, la production de mil, de maïs et de coton augmenta de 28%, à vérifier. Les marchés, autrefois remplis de produits importés, se remplirent de produits locaux. Et dans les quartiers de Ouagadougou, les femmes créèrent un nouveau réseau de commerce inspiré des anciens systèmes précoloniaux. Elles l'appelèrent le marché de la dignité. Dans les écoles, un autre miracle discret se produisit. Les langues jadis effacées reprirent vie. Le mouré, le dioula, le fulfulde revinrent sur les murs. Les enfants redécouvrirent les contes, les proverbes, les chants que l'on croyait perdus. Les enseignants parlaient d'un nouveau souffle, d'un réveil. Ils appelaient cela la souveraineté de l'esprit. Et pourtant, malgré cet élan, une question planait encore, silencieuse mais persistante. Combien de temps cela allait-il durer ? L'ordre mondial, si longtemps univoque, pouvait-il accepter cette fracture ? L'Afrique pouvait-elle se tenir debout, sans aval extérieur ? Et plus profondément encore, la solidarité qui naît dans la douleur peut-elle se maintenir dans le quotidien ? Une alliance formée dans la réaction peut-elle devenir une vision ? Dans les cafés de Dakar, les radios de Bamako, les universités d'Abidjan ont débatté. Était-ce un élan de fierté ou un projet viable ? Était-ce le début d'un nouveau modèle ou un feu de paille ? Pendant ce temps, à Paris, à Bruxelles, à Washington, les rapports internes s'empilèrent, des think tanks parlèrent de ondes de choc géopolitique. Des diplomates s'inquiétaient d'un axe afro-eurasien. Mais dans les rues de Ouagadougou, les habitants avaient déjà tranché. Ils n'avaient peut-être pas encore tout reconstruit. Mais ils savaient au moins ce qu'ils n'allaient plus vendre, leur silence. Ce qui se passa ensuite ne se joua pas dans les rues, mais dans les couloirs. À Paris, les réunions s'enchaînèrent. Derrière les portes closes, les mots devenaient prudents. On ne parlait plus seulement de dette, on parlait d'effets dominos.
À Bruxelles, en TDLA, on parlait de coordination. À Washington, de stabilité régionale. Mais partout, une inquiétude revenait comme une ligne de basse. Si le Burkina Faso tenait tête, qui serait le prochain à lever les yeux? La presse européenne évoqua une réaction en chaîne africaine. Certains journaux parlaient de défiance, d'instabilité, d'aventurisme, mais au sud, les mots n'étaient pas les mêmes. Dans les radios de Bamako, dans les plateaux télé d'Accra, dans les conférences de Nairobi, on parlait de responsabilité, de maturité, de courage. Des économistes parlaient d'ordre post-dépendance. Des intellectuels évoquaient une diplomatie à hauteur son temps, à hauteur d'homme. Pour la première fois, les voix africaines ne demandaient pas de nouvelles règles. Elles annonçaient donc qu'elles allaient désormais jouer avec les leurs. Dans la diaspora, le frémissement se transforma en marée. À Paris, des étudiants africains marchèrent jusqu'à la place de la République avec des pancartes. « Vous ne pouvez pas coloniser notre avenir ». À New York, des entrepreneurs afro-descendants lancèrent une initiative, Transition Unbundled Freedom Bonds. En 2 semaines, 122 millions de dollars furent levés pour financer des projets locaux au Sahel, à vérifier. Ce n'était pas de l'aide, c'était de l'investissement affectif, une déclaration d'appartenance. Ce que les gouvernements tardaient à comprendre, les peuples l'avaient déjà décidé. Et dans les rues d'Afrique, les artistes prirent le relais. À Lagos, on peignit un homme tenant un livre où l'on lisait « Souveraineté ». À Dakar, on fredonna ces phrases comme des refrains sacrés. Ce n'était pas de l'adoration, c'était de la reconnaissance, une façon de dire « tu as dit tout haut ce que nous murmurions depuis trop longtemps ». Mais dans les capitales occidentales, le trouble persistait, car ce qu'on appelait jadis « influence » semblait perdre son pouvoir. Les sanctions n'intimidaient plus. Les menaces n'isolaient plus. Et l'arme la plus puissante, la dette, semblait soudain émoussée, comme si le cœur du problème n'était plus économique mais symbolique. Ce n'était pas la monnaie qui s'effondrait, c'était l'autorité morale de ceux qui l'avaient imposée. Alors, une question surgit, plus puissante que toutes les analyses: que se passe-t-il quand ceux qui n'ont jamais eu le droit de refuser décident enfin de dire non? Le silence, parfois, vaut plus que 1000 slogans. Après la vague, le chant, la clameur, vient le moment du choix. Non pas celui des grandes phrases, mais des petites décisions qui, mises bout à bout, dessinent une trajectoire. Pour le Burkina Faso, ce choix ne ressemble pas à une rupture, il ressemble à une maturation, une façon de dire « nous avons entendu, nous avons payé, nous avons compris, maintenant nous allons écrire ». Ce qui se passe aujourd'hui dans les champs, les écoles, les ateliers du pays n'est pas spectaculaire. C'est humble, patient, exigeant. C'est un pays qui réapprend à vivre sans béquilles, sans traducteur, sans permission. Une agriculture repensée, des réseaux d'énergie à taille humaine, une éducation reconnectée à la langue des anciens. Ce n'est pas une utopie, c'est une discipline. Et cette discipline, désormais, porte un nom. Ibrahim Traoré. Pas comme un héros, pas comme un sauveur, mais comme le rappel permanent que la souveraineté ne s'offre pas, elle se cultive, comme la terre, comme la paix, comme l'intégrité. Il ne suffit pas de dire non aux chaînes, il faut savoir dire oui à la responsabilité. Cela demande du courage, mais aussi du calme. Cela exige de bâtir des institutions capables de tenir, même quand l'émotion retombe. Et cela implique que chacun, paysan, professeur, artisan, retraité, se considère non plus comme un bénéficiaire, mais comme un pilier. À travers les villages du Sahel, une expression circule désormais de bouche en bouche. Nous ne sommes pas seuls si nous avançons ensemble. C'est peut-être cela la clé. Ne plus attendre que la liberté tombe du ciel ou vienne des traités, mais la construire, jour après jour, dans les gestes simples, les contrats justes, les décisions lentes et tenaces. Les alliés de circonstance partiront, les marchés fluctueront, mais un peuple qui se redresse dans la dignité devient, lui, une force que rien ne peut vraiment faire plier. Et même si le monde continue de regarder avec méfiance, le message, lui, est déjà parti. Gravé non sur les murs, mais dans les actes. Il y a des histoires qu'on raconte pour passer le temps, et il y en a d'autres qu'on écoute pour se rappeler qui nous sommes. Celle du Burkina Faso n'est ni une fable, ni un conte. C'est une mémoire qui revient, debout, fière, après avoir été trop longtemps pliée. Pendant des décennies, on a présenté la dépendance comme une nécessité, l'aide comme une faveur, la dette comme une fatalité. Et puis, un jour, un pays a dit « non ». Non au silence, non au contrat flou, non à l'idée que la dignité est négociable. Ce jour-là, ce pays n'a pas gagné une guerre. Il a commencé à guérir.
Et dans ce chemin de guérison, un homme est devenu une voix, Ibrahim Traoré. Il n'a pas prétendu tout savoir, il n'a pas promis le paradis. Il a simplement tenu debout, là où d'autres auraient en fléchi. Et ce geste, dans sa simplicité, a réveillé un continent. Mais la question reste entière. Pas pour les gouvernements. Pour nous, vous, moi, nos enfants. Si demain on vous propose un avenir, à condition d'oublier votre langue, de vendre votre terre, de renoncer à votre voix, que répondrez-vous? La liberté vaut-elle encore la peine d'être défendue, même lorsqu'elle coûte cher? Ou avons-nous fini par croire que vivre à crédit, c'est vivre quand même? Je vous le dis avec respect et urgence. Ne laissons pas cette histoire s'éteindre. Abonnez-vous, partagez-la, laissez un mot en commentaire, dites ce que vous en pensez, ce que vous en espérez, ce que vous en craignez. Car chaque mot que vous écrivez ici est une pierre posée sur le chemin de ceux qui viendront après nous. Et si vous avez été touché par ce récit, envoyez-le à quelqu'un qui, lui aussi, a besoin de se rappeler que la souveraineté ne se demande pas. Elle se vit, elle s'assume, elle se protège. Ibrahim Traoré a tracé une ligne. Reste à savoir si nous aurons, collectivement, le courage de la suivre, ensemble, pour que plus jamais l'Afrique ne soit obligée de vendre son silence pour acheter sa place.